Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a vraiment une bonne session de planifier pour vous ce matin. Donc moi, c'est Gabriella. Je travaille avec l'équipe de communication chez Fairtrade Canada et je vais être votre hôte pour ce webinaire. Donc je pense qu'on va avoir encore des personnes qui vont nous joindre à travers la session. Donc je vais commencer avec mon introduction et puis on pourra continuer avec les panélistes. Juste une petite note, peut-être pour commencer, si les participants et les participantes peuvent peut-être s'introduire dans la section chat, juste peut-être inclure votre nom, votre ville et le programme que vous représentez aujourd'hui. Ça va nous aider avec la session des discussions après pour savoir un peu qui est parmi nous aujourd'hui. Et aussi une autre note, le webinaire va être enregistré, donc on pourra partager le lien avec vous après, vu qu'on va avoir des bonnes ressources pour vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes parmi nous, vous avez obtenu votre désignation équitable, ce qui est une vraie victoire. Mais votre engagement envers le commerce équitable ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on a réuni un groupe de panélistes qui ont fait preuve d'approfondissement de l'impact de leur communauté qui continue après l'obtention de leur désignation. Premièrement, nous avons Fouzia Bazid, qui est chargée de projet à l'Association québécoise du commerce équitable. Vous avez certainement déjà interagi avec Fouzia pendant votre processus de désignation. Fouzia est intégrale au programme équitable et a été témoin de tant d'initiatives d'engagement en travers la province. Ensuite, nous avons Annabelle Caron, qui est agente de développement au Comité de solidarité de Trois-Rivières. Annabelle et son équipe ont remporté 2 prix cette année au Prix canadien Fairtrade, soit événement de l'année et ville de l'année. Elle vous partagera des conseils de sa communauté qui ont contribué à ce succès. Et finalement, nous avons Éric Saint-Pierre, qui est membre du comité Mont-Saint-Hilaire Ville équitable. Éric est membre de la communauté Fairtrade depuis longtemps. Vous avez probablement vu ses merveilleuses photos à travers les réseaux de Fairtrade Canada. Le lauréat du prix Fairtrade 2017 pour l'ensemble de ses réalisations, Éric est un expert dans ce domaine et nous sommes très choyés de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, un gros merci à vous trois d'être parmi nous aujourd'hui. Puis moi, je vais finir de parler et laisser notre première panéliste prendre la relève. Donc, Fouzia, à toi. Donc, bonjour. Merci, Gabi, pour cette introduction. Donc, je m'appelle Fouzia Bazid, je suis chargée de projet à l'Association québécoise du commerce équitable. Juste pour dire très rapidement, on a fait ce webinaire parce qu'on a voulu répondre à vos besoins. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes sur comment garder le momentum. Donc, on a fait ce webinaire aujourd'hui avec 2 panélistes avec nous qui vont vraiment nous parler de leurs expériences avec Annabelle et Éric. Prochaine diapo. Gabi? Oui, excuse-moi. Oui. Pas de trouble. Juste enlever mon petit chat ici. Donc, l'Association québécoise dont je suis chargée de projet est l'instance de référence au Québec sur le commerce équitable. On rassemble des acteurs du mouvement au Québec. Donc, c'est une association. Donc, on a des acteurs, des citoyens, des organismes et des entreprises, dont, par exemple, Equifruits, qui offre des produits certifiés Fairtrade, ou des organismes comme Oxfam Québec. Donc, c'est comme je disais, mon programme, comme Gabi le disait, je gère les programmes équitables au Québec. Donc, je vous soutiens, je vous conseille les groupes qui sont engagés. Et ça, c'est vraiment en partenariat avec Fairtrade Canada. Donc, on travaille par des actions d'éducation, de promotion, de concertation et de mobilisation. Prochaine diapo, s'il te plaît. Super, merci. Donc, il y a présentement au Canada 7 programmes équitables, donc les événements équitables, lieux de travail équitable, campus équitable, groupes religieux équitables, et finalement ambassadeurs. Donc, en ce moment au Canada, il y a 70 lieux de travail équitables, 35 campus canadiens, 12 groupes religieux, 27 villes canadiennes, 24 écoles, une quinzaine d'ambassadeurs, ambassadrices. Et juste en 2019, nous avons désigné à peu près 25 événements équitables. Donc, vraiment, avec ça, on est capable de vraiment sensibiliser quand même des millions de Canadiens et de Québécois. Et c'est des milliers de personnes qui sont engagées dans le commerce équitable.
Donc, on peut voir par ces programmes-là que en obtenant une désignation, on crée un pont vers d'autres désignations parce qu'on facilite vraiment les procédures. Donc, vraiment, c'est un pont qui relie chaque désignation. Donc, un lieu de travail peut prendre comme objectif par la suite que ces événements sont des événements désignés équitables. Une ville peut aller par la suite faire la promotion du programme dans les différents lieux de travail de sa municipalité, ou une école équitable peut aller en haut dans les échelles, dans son système, et aller voir la commission scolaire pour faire la promotion du commerce équitable et aller promouvoir d'autres écoles. Donc, vraiment, il y a un lien entre chacune des désignations, et l'obtention d'une désignation est un moyen d'aller rester engagé tout d'abord et d'approfondir l'impact de sa désignation. Donc, vraiment, étendre son engagement, et un des moyens, c'est par formaliser et institutionnaliser ces désignations-là. Donc, prochaine diapo. Merci. Donc, il faut prendre en considération que chaque groupe, chaque communauté est différente, et donc il faut s'adapter à son contexte. Donc, il y a plusieurs manières d'approfondir son impact, dépendamment des différentes possibilités qu'on a dans son contexte. Mais ce que je conseille dans tous les cas, c'est tout d'abord, il faut cerner ses alliés. Donc, les alliés, c'est pas seulement les entreprises et les organismes qui travaillent dans le commerce équitable, mais tous les acteurs de la société civile qui partagent des valeurs et la mission semblable au commerce équitable. Deuxièmement, il faut reconnaître c'est quoi nos défis. Donc, c'est des défis qu'on va faire face, et il faut vraiment se préparer à ces défis-là. Et en se créant des alliés, on peut vraiment faire face à ces différents obstacles-là. Ces alliés-là permettent aussi d'agrandir son réseau et d'intégrer une diversité d'acteurs dans son engagement. Deuxièmement, ce que je conseille, c'est de déterminer les canaux de communication qu'on a. Donc, quels sont les moyens qu'on a d'aller sensibiliser le public, quels sont les moyens qu'on a d'aller les influencer et de les intégrer. Donc, également, déterminer c'est quoi nos canaux de mobilisation. Comment on peut aller engager les gens de sa communauté ou de son université, par exemple. Donc, vraiment déterminer nos canaux de mobilisation. Et ce qui est important par la suite, c'est de déterminer les canaux d'influence qu'on a. Donc, quels sont les moyens qu'on a d'aller, d'amener un changement? Quels sont les moyens qu'on a d'impacter son école, son lieu de travail, sa communauté, ou aller encore plus loin, sa ville? Donc, je peux prendre par exemple des cas que j'ai pu voir, c'est par l'amendement d'une politique d'achat responsable ou de la politique d'approvisionnement. Donc, venir faire amender une politique vient vraiment ancrer son engagement. Donc, on vient de rendre ça plus permanent à long terme. Donc, inclure la question du commerce équitable dans une politique. D'autres moyens que j'ai vus, c'est par l'adoption d'une résolution sur un CA. Donc, l'adoption d'une résolution sur le CA d'un lieu de travail ou de son école afin d'amener la question du commerce équitable dans sa commission scolaire pour aller intégrer le programme équitable dans les différentes écoles de la commission. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment des points importants, c'est de reconnaître quelles sont nos opportunités d'avoir un impact. Et tous ces points s'interrelient. Donc, en fait, nos alliés qu'on crée vont nous donner d'autres canaux d'influence, d'autres moyens de communication et de mobilisation. Donc, vraiment, il faut analyser son contexte et il faut s'adapter à son contexte pour savoir comment on peut rester engagé et approfondir son engagement et étendre son réseau. Prochaine diapo. Merci. Donc, au Québec, il y a plusieurs groupes qui ont obtenu une désignation ou qui travaillent sur l'obtention d'une désignation. Donc, chacun de ces groupes-là représente un exemple différent, une inspiration différente et démontre qu'il y a une diversité d'options pour rester engagé et approfondir son engagement. Ça démontre aussi que c'est une opportunité de collaborer. Donc, nous, à l'association, de nos objectifs, c'est de relier tous ces acteurs-là. Donc, c'est des opportunités de collaborer avec les différents groupes qui travaillent sur le commerce équitable, qui cherchent à éduquer la population québécoise, à les sensibiliser et à promouvoir les produits équitables. Et vraiment, il faut profiter de cette opportunité-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a avec nous Annabelle Caron du comité équitable Trois-Rivières Ville équitable et Éric Saint-Pierre du comité Ville équitable Mont-Saint-Hilaire, qu'eux vraiment pourront vous donner des exemples de leurs expériences pour que vous puissiez vous inspirer et que vous puissiez vous engager dans votre communauté.
Donc, je te remercie, Gabi. Je peux laisser la parole à Annabelle. Oui, allô tout le monde. Dans le fond, la diapo est là. Moi, je me présente, Annabelle Caron. Je travaille au comité de solidarité de Trois-Rivières. Ça fait environ 3 ans. Le comité de solidarité, je pense que j'ai vu dans les participants, là, je pense que j'ai reconnu quelques personnes. Là, donc, allô tout le monde, allô les gens de Sherbrooke, Chantal aussi que je connais. Le comité de solidarité, c'est un organisme de coopération internationale. Dans le fond, donc on organise, d'une part, on organise des stages à l'étranger, puis de tout programme, là, donc QSF, PSCJ et tout. Mais on a aussi un grand secteur éducation, mobilisation du public. Moi, c'est dans ce secteur-là que je travaille. Donc, j'ai les dossiers, là, toutes les activités d'éducation, les Journées québécoises de la solidarité internationale, puis également le dossier Trois-Rivières l'équitable. Donc, je vais commencer la présentation en vous faisant un petit historique peut-être du projet. Gabrielle, tu peux changer la diapo. Donc, le projet Trois-Rivières l'équitable est né d'une initiative du comité jeunesse du comité de solidarité Trois-Rivières en 2011. Le comité jeunesse, c'est une cellule militante là, au CS3A, donc c'est environ 10-15 jeunes par année qui décident de s'impliquer au comité de solidarité. Puis, c'est eux, en 2011, qui ont eu l'idée de partir le projet Trois-Rivières l'équitable. Donc, c'est eux qui ont interpellé les organismes, la ville, les institutions scolaires, les entreprises, puis tous les acteurs, les actrices du commerce équitable à Trois-Rivières. C'est eux aussi qui ont fait un plaidoyer au conseil municipal pour obtenir la résolution d'appui au commerce équitable, puis qui ont formé également le comité directeur pour répondre à tous les critères. Donc, suite à la formation du comité directeur, dans le fond, le projet Trois-Rivières l'équitable a 2 comités d'action. Donc, on a le comité directeur qui prend les décisions plus stratégiques et de long terme, puis le comité jeunesse qui pose les actions plus concrètes terrain pour sensibiliser la population. Des exemples de ces activités-là, donc c'est sûr que, bon, pour répondre aux critères là, de désignation, on a la tournée, le recensement des commerces qui ont 2 produits équitables ou plus pour produire la liste ou trouver des produits équitables à Trois-Rivières. On a la réalisation d'une charte d'engagement équitable pour les citoyens, les citoyennes, les entreprises, puis la municipalité pour motiver la consommation de produits équitables. On a créé une page Facebook, on a écrit des articles, on a fait des kiosques, des représentations auprès de différents acteurs et actrices au sein de la ville. On a donné des autocollants au commerce qui s'impliquaient dans le commerce équitable, des activités d'éducation, des conférences, des projections de films et tout. Puis, on a fait également un stage en Haïti, donc avec le comité jeunesse de 2012. Ils sont allés faire un séjour de 2 semaines avec un de nos partenaires à Iratam. C'est les 2 premières photos que vous voyez là, dans la diapo. Ils sont allés faire, en fond, ils ont fait un vidéo-reportage, puis une exposition photo lors de ce séjour-là. Donc, ça a eu vraiment des belles retombées sur le comité jeunesse. Ils ont vraiment pu mieux comprendre l'impact du commerce équitable là, sur les paysans. Puis ça a été très mobilisant pour eux. On peut changer de diapo. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu là, de ce que c'est Trois-Rivières l'équitable en chiffres, dans le fond. Donc, on a 971 abonnés sur la page Facebook, 312 abonnés sur le compte Instagram, 66 commerces et cafés qui ont 2 produits équitables ou plus, un comité jeunesse d'environ 15 jeunes à chaque année qui s'engagent pour le commerce équitable, des animations dans les écoles primaires et secondaires sur le commerce équitable, des articles de sensibilisation qui paraissent dans la Gazette de la Mauricie, le Nouvelliste et l'Hebdo-Journal, dans le fond des quotidiens régionaux. On a 5 lieux de travail équitables, puis environ 20 entreprises locales là, qui s'engagent activement puis directement dans le projet Trois-Rivières l'équitable. Puis on a une grande vente trottoir équitable au mois de mai qui rassemble environ 500 personnes. On peut changer de diapo. Je vais vous présenter rapidement, dans le fond, ce qui nous aide à garder le projet vivant puis assurer la pérennité de Trois-Rivières l'équitable. Donc, c'est sûr que pour nous, ce qui fonctionne très, très bien, c'est la formation du comité jeunesse. Donc, ce qui prend en charge là, toutes les activités de sensibilisation terrain. Comme je vous l'ai dit, c'est 15 jeunes qui restent impliqués environ 1 an ou 2. Pour la plupart des jeunes, c'est une première expérience d'implication, donc soit directement
après le secondaire ou en secondaire 5 ou qui commencent tout juste le cégep. C'est une rencontre par mois ou une rencontre aux 3 semaines, des formations sur le commerce équitable, sur l'environnement. On rédige des articles, on fait des kiosques, des projections de films. Ça permet de dégager la charge de travail pour le comité directeur qui peut, à ce moment-là, plus se concentrer sur des représentations au sein des plus grandes instances de la ville, la municipalité ou créer des contacts là, plus largement. Ça mobilise aussi beaucoup la jeunesse trifluvienne. Donc, comme je vous ai dit, pour la plupart, c'est une première implication. Puis, ça permet une présence terrain aussi toute l'année. Pas seulement lors du mois de mai, le mois du commerce équitable. Donc, ça nous permet de faire des actions là, pas mal à chaque fois qu'on a une petite opportunité. On peut mobiliser le comité autour de ça. Aussi, créer des liens de solidarité avec les entrepreneurs locaux. Je dirais que dans la dernière année, on a beaucoup focusé là-dessus. Ça augmente, puis on a vu dans les impacts que ça a permis en soi d'augmenter l'offre de produits équitables parce qu'on fait plus de représentation au sein des commerçants puis des entreprises. Par exemple, à Trois-Rivières, on a le Temps d'une Pinte qui a changé complètement qui est une microbrasserie, puis un torréfacteur, donc qui a changé complètement son menu de café, puis est devenu 100% équitable. Donc, je ne dis pas que c'est directement parce qu'on a créé un partenariat avec eux, mais ça peut avoir un impact, une influence sur leurs décisions, puis sur l'importance qu'ils accordent aux produits équitables. Puis, ils ont aussi créé une bière au café bio-équitable. Donc, on était bien contents de voir ça. Aussi, ces liens-là avec les entrepreneurs locaux, ça mobilise les entreprises autour du projet, puis ça les fait rayonner aussi dans un autre milieu que le milieu entrepreneurial. Ça permet de valoriser l'engagement des entreprises au commerce équitable. Par exemple, on a une entreprise ici à Trois-Rivières, c'est le marché Notre-Dame, qui ont une très belle offre de produits équitables. Puis, on est allé les chercher pour faire partie du comité directeur, puis ils se sont vraiment beaucoup engagés dans la vente trottoir, entre autres. Là, donc, ils ont pris en charge toute les communications, la logistique aussi. C'était vraiment quelque chose, un projet dans lequel ils se sont engagés. Puis, on a vu que ça a vraiment créé des ponts entre le milieu communautaire puis le milieu des entreprises via l'excuse du commerce équitable, dans le fond. Donc, on a vraiment rapproché les deux mondes. Puis ça le permet aussi, c'est ça, de faire rayonner le marché Notre-Dame dans un autre milieu que le milieu entrepreneurial. Puis ça permet aussi de faire entrer le commerce équitable dans un discours de développement durable et de consommation responsable. Donc, de faire un peu un amalgame de faire entrer le commerce équitable dans la consommation locale, la consommation biologique. On veut aussi ajouter à ça le commerce équitable. On a créé aussi des liens de solidarité avec des organismes à mission diversifiée, par exemple en défense de droits, en environnement ou en économie sociale. Ça permet de faire entrer le commerce équitable encore là dans les thèmes transversaux. Donc, ça le positionne comme une alternative à plusieurs enjeux. Puis, ça permet d'avoir une plus grande variété de partenaires aussi pour se placer dans des événements ou des activités là, qui aborde à peu près différents thèmes, pas seulement celui de la consommation responsable, mais aussi celui des droits humains, puis de l'économie sociale, par exemple. Finalement, on a augmenté notre présence aussi sur les réseaux sociaux. On s'est ouvert un compte Instagram, puis ça a eu une belle portée. Là. Moi, je ne m'attendais pas à avoir ces retombées-là. On a recruté plusieurs jeunes pour le comité jeunesse. Puis quand on fait des kiosques ou quand on est plus dans la rue, là, sur le terrain, les gens ils nous reconnaissent et ils suivent notre compte ou ils peuvent nous parler de ce qu'ils ont déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était un beau résultat non attendu. La page Facebook, on l'utilise surtout comme une offre de visibilité pour les entreprises puis les organismes partenaires. Donc, on fait des présentations un peu des commerces qui s'engagent pour le commerce équitable. Puis, c'est aussi une création de contenu, si on veut. Donc, on partage des articles, on partage un peu ce qui se passe en Mauricie via la page Facebook. Puis, le site web, c'est surtout une référence sur le projet Ville équitable puis sur le commerce équitable. On a eu beaucoup d'étudiants de l'université qui nous ont approchés pour faire des travaux sur le projet Trois-Rivières Ville équitable, donc au niveau de la structure puis des retombées là, sur la communauté. On peut changer de diapo. Gabriel?
Oui, merci. Dans le fond, c'est un peu pour vous montrer ce qu'on met sur les réseaux sociaux, mais j'attire votre attention sur la dernière rangée du bas. Dans le fond, c'est des exemples c'est une tournée des commerces qu'on a faite. On en a fait environ une vingtaine plus là, à l'heure actuelle. Donc, on va à la rencontre des commerçants locaux qui ont des produits équitables. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de créer un peu un portrait, là, montrer les visages des personnes qui s'engagent. Puis, ça permet aussi là, pour le comité jeunesse d'aller à la rencontre de ces commerçants-là, puis de discuter avec eux, d'échanger sur les produits, c'est quoi la réalité d'être un entrepreneur, puis d'avoir des valeurs là, plus durables, plus sociales également. Donc, ça a été super là, bien reçu de la part des commerçants aussi parce que c'est une offre de visibilité gratuite, puis ça met en valeur vraiment leur engagement là, pour le commerce équitable. On peut changer de diapo. Puis c'est sûr que, ben là, Suzelle l'a mentionné, ou Gabriel, je ne sais plus, mais on a reçu les prix là, Ville équitable de l'année, puis Événement équitable de l'année pour la vente trottoir. Donc, c'est sûr que je vais placer ça dans nos bons coups là, pour l'année 2018-2019. On peut changer. C'est sûr que sans bon coup, il n'y a pas d'obstacle. Donc j'en ai répertorié quelques-uns. On a la volonté politique. C'est sûr que ça dépend de l'idéologie de la ville, la conjoncture aussi politique, quel thème est plus abordé au sein des citoyens et tout. Nous, ça a été quand même un obstacle majeur parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'alliés à la ville. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un petit peu mieux parce qu'on a un conseil municipal qui est assez sensibilisé, mais on atteint quand même certains plafonds d'engagement de la part de la ville. Donc, on a eu une résolution d'appui, mais c'est sûr que, étant donné qu'on n'a pas de politique d'approvisionnement à Trois-Rivières, on ne peut pas faire, comme à Sherbrooke, je pense qu'eux, ils ont fait un amendement à leur politique d'approvisionnement pour inclure le commerce équitable. Mais nous, c'est pas possible parce qu'il n'y en a pas à proprement parler là, de politique d'approvisionnement. Donc, c'est un obstacle. Sinon, j'ai parlé un peu de le roulement des militants. Tu sais, on a, comme j'ai dit, là, on a des jeunes qui restent 1 an, voire 2. Pas beaucoup de jeunes qui sont restés plus de 2 ans, là, mais ça rend plus difficile la continuité du projet. Puis à chaque année, on doit recommencer le recrutement, les formations, la mise à niveau, puis la réflexion sur les actions à prendre. Par contre, un point positif, c'est sûr qu'on permet à plusieurs jeunes de s'engager, de se mobiliser dans le mouvement. Puis ça, c'est un bagage qu'ils vont conserver là, toute leur vie parce que, comme j'ai nommé, la plupart des jeunes, c'est une première implication. Par exemple, on a une jeune militante là, qui s'est impliquée dans les débuts, puis maintenant elle est rendue sur le comité directeur. Elle est partie à un organisme d'agriculture urbaine à Trois-Rivières, puis c'est un lieu de travail aussi certifié équitable. Essoufflement des partenaires, je pense que c'est une réalité que tout le monde doit vivre. C'est sûr qu'on a de la difficulté à garder un comité directeur mobilisé, changement de chaise, retraite ou autre raison là, pour des départs. On a perdu récemment le Conseil régional de l'environnement puis le pôle d'économie sociale. Donc, c'est une perte d'expertise de partenaires qui étaient directement impliqués là, par leur mission dans le commerce équitable. C'est sûr que c'est des partenaires qui restent mobilisés pour des activités ponctuelles, mais qui ne sont pas au sein du comité directeur. Donc, ça peut être un obstacle, l'essoufflement des partenaires. Sinon, régression des acquis. Exemple, à Trois-Rivières, on a une chaîne, là, ça s'appelle le Café Morgane. Je pense que c'est une chaîne de petits cafés qui sont vraiment impliqués, qui sont vraiment intégrés dans l'histoire de Trois-Rivières. Les gens ont un grand sentiment d'appartenance. Puis avant, leur café était tous 100% équitables. Puis à cause des coûts, ils ont dû changer leur offre. La plupart du temps, c'est une question de conjoncture. Mais c'est sûr que les acquis sont fragiles puis demandent une constante attention là, pour s'assurer d'être maintenus. Donc, c'est le rôle du comité directeur puis du comité jeunesse là, de regarder ça. Sinon, pour le financement, encore là, je pense que c'est assez répandu comme obstacle là, dans le milieu. Depuis le début du projet, nous, on n'a eu aucun financement significatif. C'est sûr que dans les débuts, on a eu le Forum Jeunesse là, qui finançait pour la coordination du comité jeunesse. Mais la continuité de Trois-Rivières l'équitable dépend uniquement de la situation financière du comité de solidarité, puis de la charge de travail de la personne qui hérite du dossier. Donc, il y a eu des années où on a
on a été beaucoup moins actifs. D'autres années, on l'était un petit peu plus. Ça dépend vraiment du contexte, en fait, du CS3R. Donc, on essaie, comme Sherbrooke, on essaie d'avoir un financement récurrent de la ville. On travaille fort là-dessus, mais comme j'ai dit, la volonté politique, c'est aussi un obstacle pour nous. Donc, ça pourrait nous assurer là, une plus grande constance au projet, puis plus de structure également pour mobiliser des militants. On peut changer de diapo. Je vais terminer avec les opportunités, des pistes d'espoir peut-être pour l'avenir. Encore au niveau du financement, on essaie très fort d'avoir un financement municipal. Dans les prochaines semaines, là, on va voir si le Conseil va adopter une résolution pour faire financer le projet Ville équitable par la Ville. C'est ça. Donc, on attend des nouvelles, en fait. C'est plus on croise les doigts pour ça. Cette année, Trois-Rivières équitable a 5 ans. Donc, on se dit que ça pourrait être aussi une belle opportunité de rassembler toutes les personnes qui se sont impliquées depuis le début, puis peut-être faire une petite campagne de sociofinancement pour assurer la pérennité dans les prochaines années. Aussi, je vous ai parlé rapidement de la vente trottoir. On aimerait beaucoup mettre cet événement-là dans l'agenda culturel de la ville pour que ce soit vraiment instauré comme une fête de quartier un peu, si on veut. Donc, ça se passe au centre-ville, les commerçants sortent dans la rue, on barre la rue, puis les gens puissent venir là, profiter de cette vente-là. Devenir un carrefour d'innovation commerciale et sociale à Trois-Rivières, c'est plus une vision dans le fond, de se positionner là, d'initiatives d'innovation avant, parce qu'on veut vraiment faire entrer puis la consommation biologique. Donc, on veut vraiment se situer là-dedans. On voulait faire aussi, on s'est beaucoup inspiré de Sherbrooke, là. Je pense que les filles sont là, donc merci pour cette idée-là, c'est une super idée, puis on aimerait beaucoup l'appliquer, la soirée reconnaissance pour remettre un prix là, à une entreprise ou un organisme qui se démarque au niveau du commerce équitable. Donc, on pense que ça peut vraiment être mobilisant pour les gens là, d'avoir une reconnaissance à ce niveau-là. On veut aussi remettre ces jours de solidarité pour le comité jeunesse dans la coopérative de café équitable à Haïti. Donc, ça, c'est une idée aussi vraiment mobilisante là, pour la jeunesse à Trois-Rivières. Puis, on veut aussi faire plus d'accompagnement pour les campus équitables, les écoles équitables, peut-être promouvoir un peu plus les désignations là, à Trois-Rivières pour booster un peu notre statut de ville équitable. Donc, ça fait le tour. Il reste la dernière diapo. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça a été assez précis ou complet pour celles et ceux qui sont là. Si jamais vous avez des questions, ben, on pourra jaser après. Merci Annabelle. Avant de continuer avec Éric, je vais juste dire bonjour aux nouvelles personnes qui viennent de se joindre à nous. On a commencé des petites introductions dans la section chat. Si vous pouvez juste inclure votre nom, peut-être votre ville et le programme que vous représentez, ça va nous aider dans la session de discussion après. Et puis, si vous avez des questions pour Annabelle, Éric et Fouzia et moi, vous pouvez juste les écrire dans l'onglet Q&A, puis on pourra continuer avec les questions après la présentation. Donc, Éric, à toi. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Donc, oui, je vais me présenter très brièvement. Donc, Éric Saint-Pierre, je suis membre du comité Mont-Saint-Hilaire Ville équitable, mais je suis aussi un des membres fondateurs de l'Association québécoise du commerce équitable et j'ai travaillé chez Oxfam Québec. Donc, le comité, je l'ai suivi depuis justement que j'étais au préalable là, comme membre de l'Association québécoise du commerce équitable, parce que c'est vraiment des jeunes de l'école secondaire qui ont permis à Mont-Saint-Hilaire de devenir une ville équitable. Donc, bien que je suis résident de Mont-Saint-Hilaire, j'ai suivi ce comité-là au début à distance, puis ensuite au sein de l'association, puis chez Oxfam, mais c'est vraiment les jeunes qui ont piloté ça dès le départ. Donc je vais faire un récapitulatif justement d'où viennent ces jeunes-là de l'école secondaire Rosières-Leduc qui ont un magasin du monde, qui sont devenus école équitable, puis qui aujourd'hui s'impliquent au sein là, du comité Mont-Saint-Hilaire Ville équitable. Prochaine diapo, s'il te plaît, Gabriella. Donc,
brièvement, donc, Oxfam Québec, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un organisme de développement international. Ça fait partie d'une confédération. Il y a 20 Oxfam à travers le monde. On est actif, la famille Oxfam, dans 92 pays. Puis, le projet Magasin du Monde est en fait une inspiration d'Oxfam en Belgique. Eux, en Belgique, ils ont plus de 125 magasins du monde. Donc, c'est vraiment des petites boutiques de commerce équitable dans les écoles secondaires ou du moins des projets de vente de produits équitables dans les écoles secondaires. Et ces projets d'abord d'engagement jeunesse. Prochaine diapo, s'il te plaît, Gabriela. Donc, Oxfam Québec est donc très actif au Québec avec les jeunes principalement pour faire de l'engagement, pour que les jeunes puissent justement démontrer leur solidarité internationale, comprendre ce que c'est que le développement international, puis contribuer aux solutions ici comme ailleurs. La photo qu'on voit en ce moment, c'est la Marche Monde, donc c'est notre gros événement annuel à Montréal, à peu près 5 à 6 000 jeunes qui se rencontrent à chaque année. Ça s'en vient très vite, c'est le 10 mai, la prochaine Marche Monde. On attend habituellement une centaine d'écoles, donc ils convergent vers Montréal. C'est vraiment des jeunes qui, chacun s'implique dans leur école, puis un jour dans l'année, mais se regroupent pour dire « Oh, finalement, on n'est pas tout seul à avoir cette vision-là, à vouloir partager ce combat-là d'un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire, plus tolérant. » Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que le projet Magasin du Monde est né. Prochaine diapo, s'il te plaît, Gabriela. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un magasin du monde? Premièrement, ça fait 10 ans que ça existe, plus que 10 ans. Maintenant, ça fait une douzaine d'années. Ce qu'on voit en ce moment, c'est la photo d'Oka, qui a été le premier magasin du monde, qui est là depuis les débuts, qui ont des années fait des ventes jusqu'à 20, 25, même 30 000 $ de produits équitables. Donc, qui vendent des produits dans l'école, mais qui font aussi qui vont participer au marché de Noël de leur municipalité. Donc, c'est vraiment un engagement qui se fait, oui, dans les murs de l'école, mais aussi à l'extérieur. Prochaine diapo. Puis ça se veut un projet vraiment par et pour les jeunes. On veut que les jeunes apprennent à travers cette expérience-là, apprennent à gérer une petite entreprise, à faire de l'éducation, à faire des projets de marketing, à s'engager sur des sujets qui les touchent. Ce qui est le fun dans le commerce équitable, c'est que oui, on parle d'échanges nord-sud, mais on parle de plein d'autres choses, du droit des femmes, de la place des jeunes au sein de l'agriculture, de la place de la petite agriculture au sein de l'agriculture mondiale. Donc, il y a vraiment plein de sujets qui vont les intéresser, puis dans lesquels ils peuvent s'impliquer. On a beaucoup de nos jeunes qui font partie des programmes internationaux. Et donc, ils vont faire ils ont un projet annuel, un projet personnel à faire en 5e secondaire. Puis souvent, ils vont utiliser le commerce équitable encore là pour pousser le sujet plus loin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous, par et pour les jeunes, qui va leur permettre d'aller chercher une expérience puis d'aller chercher là, un engagement là, dans leur école. Prochaine diapo. Donc, c'est aussi une initiation en l'entrepreneuriat social. Les jeunes vont former le CA. C'est vraiment un CA qui est démocratique. Les jeunes vont prendre les décisions. Ils vont choisir quel produit ils veulent vendre, devoir définir le prix de vente, donc selon ce que ça leur a coûté. Donc, il y a tout un aspect d'apprentissage à l'entrepreneuriat, à la vente. Mais l'aspect qui les motive le plus habituellement, c'est la volonté de contribuer à un monde meilleur. Fait que c'est vraiment l'aspect social, l'aspect d'engagement aux enjeux qui les touchent, de dire, ben OK, moi, je suis peut-être un peu plus chanceux. J'ai le droit d'aller à l'école, j'ai une vie qui est correcte, j'ai des moyens économiques. Est-ce que je peux contribuer à ceux qui en ont moins? Donc c'est vraiment ça leur motivation numéro 1. Puis à travers ça, bien c'est ça, ils vont apprendre comment gérer une petite entreprise, puis comment s'engager. Prochaine diapo. Donc, ce sont vraiment, comme je te disais, ce sont des jeunes, peut-être peser une autre fois, je pense qu'il y a deux points, qui vont être membres du conseil d'administration, donc ils vont élire un président ou une présidente, un trésorier, une trésorière, qui vont avoir aussi chacun des comités. Il peut y avoir certaines écoles, certains magasins du monde qui ont jusqu'à 50 jeunes qui s'impliquent. Au sein du réseau, c'est 26 magasins du monde, c'est à peu près 800 jeunes. Donc, certains, c'est juste 10-12, mais d'autres vont monter jusqu'à 50 jeunes. Donc, certains, il y a juste une douzaine de membres maximum là, au conseil d'administration. Les autres vont être des jeunes qui vont s'impliquer soit pour l'éducation, la sensibilisation et aussi pour les ventes. Parce qu'il y a des magasins qui ont vraiment des boutiques, des magasins du monde qui ont vraiment des boutiques dans leur école qui sont ouvertes à tous les midis, où ils vont avoir juste une table qu'ils vont
vont utiliser pour des événements spéciaux, quand les parents vont venir lors des spectacles de fin d'année. Donc, à différents moments où ils peuvent rejoindre là, une clientèle prête à acheter des produits puis à être sensibilisés. Et vraiment, le dernier point qui est important, c'est pour influencer positivement leur milieu. Et ça, on dit milieu, leur communauté, c'est vraiment l'école d'abord, mais aussi leur communauté. Puis c'est là où École équitable et Ville équitable est vraiment venu amener un objectif intéressant, parce qu'on voulait que les jeunes puissent sortir un petit peu du cadre de l'école pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur communauté, puis élargir cette influence-là. Et donc, le fait d'aller chercher ne serait-ce qu'une désignation d'école équitable pour dire, regardez, nous, ça fait des années qu'on s'implique dans notre école pour le commerce équitable, est-ce qu'on peut recevoir une reconnaissance? Tous les magasins du monde qui déposeraient un dossier pourraient obtenir la désignation d'école équitable parce que leur engagement est vraiment important. Mais de dire ensuite, une fois que vous avez l'école équitable, est-ce que vous pouvez aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller voir dans la communauté ce qui se passe? Puis est-ce qu'on peut avoir un rôle d'influenceur, un rôle de pivot pour changer les mentalités, puis voir si notre ville pourrait devenir une ville équitable à ce moment-là? Prochaine diapo. Donc, juste pour faire un tour d'horizon, parce qu'il y a des magasins du monde un peu partout, puis je pense que c'est intéressant pour d'autres villes de voir si leur école secondaire en ont un, de les approcher, parce que ça pourrait être des partenaires importants. Donc, il y en a 26 au Québec. Oui, beaucoup dans la région de Montréal, mais aussi dans la région de Québec. Il y en a un à Donnacona, on a au Lac-Saint-Jean, à Saint-Hyacinthe, il y en a 3. Donc, 2 écoles secondaires, puis un cégep. Sur les 26, il y a 21 écoles secondaires, puis 4 cégeps, puis un centre d'éducation aux adultes. Puis je pense que ça aussi, je parle de Magasins du monde, mais je pense qu'au-delà des projets spécifiques des Magasins du monde, il y a plusieurs écoles qui vont avoir des projets de vente de produits équitables pour des levées de fonds ou des comités Amnesty ou des comités de développement durable qui sont pour moi des bons acteurs avec lesquels travailler puis qui peuvent être une force d'engagement pour votre comité de ville équitable. Nous, c'est clair que ça a été la bougie d'allumage pour Mont-Saint-Hilaire et donc les autres comités qui n'ont pas nécessairement d'ancrage dans les écoles, peut-être que c'est une façon d'aller chercher des jeunes pour qu'ils s'impliquent puis d'aller chercher d'autres bénévoles pour votre projet. Prochaine diapo. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Mont-Saint-Hilaire? L'école secondaire Rosières-le-Duc a eu son magasin du monde en 2015, donc c'est assez récent, ça fait à peine 4 ans. Émile, qu'on voit sur la photo au premier plan, était juste en 3e secondaire. C'est David, qu'on voit un petit peu plus loin dans la photo à côté du maire, à 2 places à côté du maire, qui a été le premier président, qui lui était en secondaire 5 à ce moment-là, qui a amené l'idée à son école secondaire. Puis il y avait un intervenant de jeunesse qui avait déjà travaillé sur un magasin du monde dans une autre école, donc ça a été tout de suite un bon mariage, puis ils ont lancé leur magasin du monde rapidement. Puis, ils ont eu la chance de venir à Winnipeg à ce moment-là pour la Conférence nationale du commerce équitable. Fait qu'ils sont revenus de là gonflés à bloc et puis ils ont fait tout le travail pour que leur école devienne une ville équitable. Puis la photo qu'on voit, c'est en fait des jeunes de l'école secondaire qui ont été invités au conseil municipal jeunesse. Donc, le conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire a trouvé intéressant puis a voulu sonder les jeunes sur différents enjeux qui pouvaient toucher les jeunes. Ils ont parlé de pistes cyclables, ils ont parlé d'accès à des parcs, à différentes choses. Et donc, les jeunes de l'école secondaire Rosières-le-Duc, qui faisaient partie du magasin du monde, ont dit, nous, on va devenir école équitable. Pourquoi que notre ville ne deviendrait pas une ville équitable? Et c'est vraiment ça qui a donné le ton. Il y a une résolution officielle qui a été amenée au conseil de ville pour que ça soit étudié et le conseil de ville dit, vraiment intéressant, est-ce qu'on est capable d'atteindre les objectifs pour qu'on devienne une ville équitable dans les prochaines années? Les jeunes ont dit bien absolument qu'on peut le faire, puis on va s'impliquer en plus dans le comité. Donc, David et Émile font toujours partie du comité de Mont-Saint-Hilaire, ville équitable, et d'autres jeunes du magasin du monde. Prochaine diapo. Donc, quelques années plus tard, en fait, c'est en 2018, quand même, ça a pris 2 ans pour qu'on réussisse à atteindre tous les critères de Mont-Saint-Hilaire, ville équitable. Au centre, il y a Émile encore, que vous allez voir évoluer au fil des années, qui a changé de look un peu. Émile qui est toujours là avec Gabriel. Et puis, Émile, l'autre derrière, qui est un conseiller municipal qui s'est vraiment impliqué dès le début.
Donc ça a été aussi un autre point hyper important, c'est d'avoir un soutien d'un élu municipal et le soutien de la ville de manière générale, mais d'avoir quelqu'un au sein du comité qui pouvait vraiment être notre courroie de transmission de l'information vers la ville et des contraintes des fois que la ville pouvait avoir vers le comité pour qu'on puisse trouver des solutions. Donc après 2 ans, pour 18 000 personnes, on avait besoin d'atteindre 6 commerces, 3 restaurants. Ce qu'on a réussi à faire, on a reçu 11 lettres d'appui d'organismes de différents partenaires là, de la région de Mont-Saint-Hilaire. L'hôtel de ville offre maintenant du café, du thé puis du sucre équitable à tous les visiteurs puis aux employés. Il y a une résolution de la ville pour que le commerce équitable soit dans les achats prioritaires quand c'est possible, puis de soutenir tout ce qui est la campagne. Et donc, on a eu un événement aussi qui a reçu la désignation d'événement équitable. C'est Plaisir d'hiver qu'on a renouvelé là, depuis 2 ans, où la Maison des jeunes, en fait, cuisine des muffins, offre du chocolat chaud et du café équitable. Et c'est une façon pour eux aussi de faire une collecte de fonds. Donc c'est vraiment un bon partenariat. On a beaucoup travaillé pour qu'il y ait toujours d'autres partenaires qui s'impliquent de manière ponctuelle lors d'événements ou pour différentes choses. Puis ça fonctionne super bien. On a ouvert une petite page Facebook pour pouvoir mettre toute cette information-là. On a fait des émissions de radio locales. Les médias locaux ont parlé de Mont-Saint-Hilaire et l'équitable. Donc, ça a été différentes actions là, à notre mesure, parce qu'on est une petite ville, pour que le commerce équitable soit à l'agenda puis qu'on en entende parler. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, oui, qu'il y a eu les jeunes aussi de l'école secondaire ont donné des conférences dans des cafés, dans un café, le Café Lézard, là, pas le Café Lézard, le café qui offre du café équitable, qui est un de nos 6 commerçants, puis aussi dans des organismes qui ont rédigé des lettres d'appui, ils ont reçu aussi des jeunes pour qu'ils viennent parler qu'est-ce que c'est que le commerce équitable puis qu'est-ce que c'est que Mont-Saint-Hilaire ville équitable. Donc, ça aussi, ça a été une bonne façon là, d'aller chercher des appuis puis de rejoindre le plus de monde possible. Donc, rapidement, dans ce qui vient, pour qu'on ait le temps un peu de questions, on veut en mai, cette année, là, pouvoir faire des collants pour pouvoir mettre dans les commerces qui ont déjà des produits équitables. On a un nouvel événement qu'on a ciblé, qui est le Tour de la montagne, qui arrive à la mi-mai et qui va déposer sa candidature pour être désigné événement équitable. Donc, il va y avoir du café, il va y avoir du sucre et des bananes équitables lors de cet événement-là. Donc, ça, c'est le plus gros événement sportif de Mont-Saint-Hilaire, qui est vraiment une course super populaire, le Tour de la montagne. Donc, on est content, c'était vraiment notre objectif annuel d'aller chercher un nouvel événement équitable. Puis, en tout cas, on attend la réponse, mais on a au moins la participation de l'événement. Ils ont été super motivés. Et puis, surtout, il y a la politique de développement durable qui est en train de se réécrire. Et donc, on veut pouvoir s'assurer que le commerce équitable soit inclus là, dans cette politique là, de développement durable de la ville. Donc, ça, c'est les nouveaux accomplissements ou les choses sur lesquelles on travaille là, en ce moment. Prochaine diapo. Une des choses importantes qui est venue au fil des années aussi, c'est de voir la reconnaissance que ces jeunes-là ont reçue. Émile a été invité par Oxfam à être porte-parole pour son engagement. Il a été faire une tournée à Ottawa pour rencontrer des politiciens pour parler de ce que lui avait fait, ce qu'il avait réussi à faire dans son école puis dans sa communauté. Et il a reçu l'année passée la médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, souvent, de donner la place aux jeunes, ça permet que les jeunes portent le message, puis soient encore plus écoutés. Puis, il y a une forme de reconnaissance qui va souvent venir avec, parce que c'est pas tous les jeunes qui s'impliquent. Puis, quand il y en a qui s'impliquent, on veut leur donner un peu de visibilité pour que ce soit des modèles pour les autres. Donc Émile a souvent été cité, invité à participer, à parler à des événements. Et c'est une belle reconnaissance qu'il peut recevoir, donc, entre autres, là, en ayant la médaille du lieutenant-gouverneur. Puis, dernière diapo, tout ça doit se faire dans le plaisir et être ludique et s'amuser. Je pense que ça, c'est super important. Donc, c'est la marche monde de l'année passée où on avait une escouade de bananes équitables et où nos magasins du monde se retrouvaient puis avaient encore la chance de parler de commerce équitable. La marche monde a reçu le prix d'événement de l'année il y a 2 ans. Donc, l'événement équitable de l'année il y a 2 ans. Donc, voilà, merci.